Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 26 janvier 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Nous débattons aujourd'hui sur les tensions au nord avec cette visite de la société civile pour faire le point de cette situation justement avec plusieurs responsables européens. Alors, nous aurons trois thèmes dans cette émission et sinon 3 questions à débattre donc dans cette émission. Ces tensions traduisent-elles l'échec des négociations politiques? Ensuite, nous aurons ces tensions prennent-elles en otage les négociations d'Alger? Et pour terminer, quel est le poids des leaders religieux dans la résolution de cette crise au Mali? Pour cela, nous sommes avec 3 invités. Issa Kaoudim, chargé de communication au Haut Conseil islamique du Mali, et Speti Ag Akado, membre de la société civile. Et nous aurons par téléphone Jean de Dieu Dambélé, de l'église catholique du Mali. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Diouara est à la technique. Je vous le disais, une délégation de la société civile malienne conduite par le président du Haut Conseil islamique du Mali et l'archevêque de Bamako a quitté donc hier Bamako pour une tournée en Europe. La mission vise à chercher une issue aux vives tensions entre groupes armés dans le nord du Mali. Les derniers affrontements armés ont eu lieu successivement à Bamba, Ber, et Tabankort également, sans oublier les attaques contre l'armée malienne à Nampala, Tenenkou et récemment hier à Gundam, faisant un gendarme tué. Alors, de ces situations, que peut-on comprendre de ce déplacement des leaders religieux? Est-ce que cette initiative est faite de façon volontaire? Issa Kaoudim, chargé de communication au Haut Conseil islamique. Je vous remercie. Permettez-moi d'abord de saluer les fidèles auditeurs de Studio Tamani. La question que vous me posez, permettez-moi de faire juste un petit rappel pour ceux qui veulent bien comprendre. Le Haut Conseil islamique du Mali, c'est la structure fêtière qui est l'instance qui parle au nom de toute la communauté musulmane du Mali. C'est l'interlocuteur de l'État. Donc à ce titre, le Haut Conseil islamique du Mali s'est beaucoup impliqué, et pour la lenteur de nos auditeurs, bien avant la crise, donc pendant la crise et aujourd'hui, son implication n'est pas un fruit du hasard. Je vais vous rappeler qu'avant même qu'il y ait les attaques qui ont conduit le MNLA, pendant même qu'Amadou Touré était aux affaires, le Haut Conseil islamique avait alerté bien avant ça en organisant ici le 6e colloque d'espace francophone pour parler de paix et sécurité dans l'espace francophone et surtout de l'espace sahélo-sahélien. Ensuite, le Haut Conseil islamique s'est impliqué quand il y a eu la crise et quand il y a eu l'effondrement des institutions et pour demander à la CEDEAO d'intervenir pour faciliter, être vraiment un acteur important pour éviter le pire à notre pays. Et pendant la crise, le Haut Conseil islamique s'est beaucoup impliqué pour un couloir humanitaire, pour qu'il y ait toujours un pont entre le nord et le sud, à travers ce déplacement massif, venir en secours des personnes déplacées, des personnes restées démunies dans les 3 régions nord du Mali, au moment où l'État était déjà absent. Donc c'est pour dire que le Haut Conseil islamique du Mali, ce n'est pas un voyage qui est lié surtout à l'actualité, mais surtout c'est un acteur incontournable. Donc, oui. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que l'initiative part de vous? Justement, c'est cette question que j'allais répondre. Je vous dis que d'abord, il faut que les gens ont l'impression que c'est par rapport à ces 3 ou 4 attaques qu'on a sollicitées. C'était un voyage qui avait été programmé pour le mois de décembre. C'était juste pour intervenir, pour mieux expliquer. Alors, il y a eu des problèmes d'agenda des 2 côtés parce que non seulement ça coïncidait avec les fêtes de fin d'année, donc comme nous savons très bien que l'Europe, les fêtes de fin d'année, c'est des périodes de vacances ou de congés. Ensuite aussi, ça coïncidait aussi avec les festivités de Mauloud au Mali. Donc, on a déplacé. Donc, c'est du pur hasard. Et si ceux qui pensent que ça a un lien direct avec les attaques de ces quelques jours, non. C'était programmé pour parler de même voix et pour dire que, oui, les leaders religieux se plaisent dans la République, dans la démocratie, dans la laïcité, mais surtout aussi de donner un contenu à notre démocratie, parce que c'est ce qui a beaucoup manqué le Haut Conseil islamique
islamique, pour votre information. Il y a 3 jours, recevait Arnold, qui est le secrétaire général adjoint de Ban Ki-moon au Mali, avait dit en substance à ce dernier que de ne pas occulter la dimension religieuse de cette crise, de tout débattre pour comprendre ceux qui prennent des armes au nom de la religion, quelle est leur motivation réelle, alors qu'est-ce qu'ils posent comme problème par rapport aux institutions, au caractère démocratique et laïque de notre pays, et de comprendre, de dire que, bon voilà, s'il y en a qui sont des bons rebelles et des mauvais rebelles, d'éviter ça. Donc, pour répondre à votre question, c'était quelque chose qui était vraiment prévu pour parler de même langue. D'accord. Alors, nous avons également par téléphone Jean de Dieu Dambélé de l'Église catholique du Mali. Je rappelle que cette délégation comprend plusieurs confessions religieuses, musulmanes et chrétiennes. Jean de Dieu, que pouvez-vous nous dire? Bonjour d'abord, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Alors, que pouvez-vous nous dire par rapport à cette initiative de la société civile dirigée aujourd'hui par les leaders religieux en Europe? Écoute, c'est une initiative qui a été prise depuis un certain temps. Je pense que le collectif avait fait le tour des institutions. Nous avions rencontré également des représentations diplomatiques au Mali et nous avons estimé qu'il était important d'aller à la source, c'est-à-dire en Europe, au niveau des institutions internationales, pour exprimer les préoccupations de la société civile malienne par rapport à la paix globale dans notre pays et à un retour de la paix au niveau de notre pays. Donc c'est ce qui est à la base de ce déplacement des leaders religieux. Merci beaucoup, Jean de Dieu. Je rappelle que vous êtes en situation de voyage et malgré tout, vous avez tenu à participer à cette émission. Merci beaucoup. Restez avec nous tout au long de cette émission. Alors, Speti Agato, vous êtes de la société civile. Dites-nous si on peut dire aujourd'hui que la société civile se fait finalement entendre avec cette initiative des leaders religieux. Merci et bonsoir à tous vos auditeurs. Moi, je vais commencer par dire que la société civile, en tout cas que je représente ici, est un peu prise de court, sinon un peu à côté, n'est-ce pas, de l'événement. Parce que quand j'entends mon collègue, sinon mes collègues de l'autre société civile religieuse, dire que ce voyage est préparé, sinon il est programmé depuis très longtemps, et que nous, au niveau de nos fêtières, on ne soit pas au courant de ça, alors là, ça m'amène à poser la question de savoir est-ce que réellement la société civile, dans sa globalité, a été suffisamment associée à cette démarche. Alors, ceci dit, évidemment, toute initiative qui va dans le sens d'apporter la paix, sinon de faire des efforts dans le sens de la paix, est salutaire par toute la société civile. Quels que soient ceux ou ceux-là qui vont la représenter, c'est une bonne chose. Mais à mon avis, il aurait quand même fallu que le Haut Conseil islamique envisage, sinon fasse une démarche semblable. Elle était nécessaire auprès d'abord des Maliens. Et je suis sûr que le Haut Conseil était suffisamment capable de drainer, n'est-ce pas, avec lui, l'ensemble de la société civile malienne pour qu'on dise une fois pour toutes la vérité, non seulement aux Maliens que nous sommes, mais la vérité aussi au pouvoir et aux Européens. Mais si on donne la primauté, n'est-ce pas, de cette démarche de paix à l'Europe... Qu'est-ce qu'elle devait faire selon vous, cette commission? Je suis un peu... Qu'est-ce qu'elle devait faire? Oui, à l'interne, ici, vous plaignez du fait que cette commission n'a pas assez communiqué. À l'interne, elle doit faire ce qu'elle a toujours fait, et ce que les Maliens ont toujours fait, c'est-à-dire lancer un appel à toutes les sensibilités du Mali afin qu'on se retrouve et de parler de notre problème. Voilà ce qu'elle aurait dû faire. D'accord. Alors, on se rappelle lors de cette sortie de Mahmoud Dicko, le président du Haut Conseil islamique du Mali, après les événements de Charlie Hebdo en Europe, Mahmoud Dicko s'est plaint de ne pas être assez associé
que les leaders religieux ne sont pas assez associés à la gestion politique. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec cette initiative de visite en Europe, le Haut Conseil ainsi que les leaders religieux de façon générale sont remis dans leurs droits? Bon, je vous remercie. Je pense que d'abord, je suis très à l'aise pour répondre à cette question. Je pense que, comme l'a dit notre frère de composant de la société civile, toute initiative qui contribue à ramener la paix, nous acceptons le principe. Maintenant, la démarche en tant que telle, je ne vais pas polémiquer, mais je vais répondre à votre question directement. Mais avant de répondre, juste pour permettre à nos auditeurs de mieux comprendre. Vous savez, ce n'est pas fortuit que j'ai parlé de l'implication du Haut Conseil islamique avant la crise, comme alerte. N'est-ce pas? Et pendant la crise, je pense, pour rappeler que le Haut Conseil, avec les autres confessions religieuses, avait demandé l'appel de Bamako, qui consistait à dire ceux qui ont pris des armes, de déposer les armes et de ramener la paix, que le Mali ne gagnera pas parce que nous sommes tous des frères et que malgré la diversité, doit être source de bonheur et non de conflit. Donc le Haut Conseil islamique s'est impliqué aussi pour faire libérer des militaires qui étaient détenus par Hague au nom de Ansardine. Le Haut Conseil islamique, quand il y a eu le renversement des institutions, le Haut Conseil islamique avec Monseigneur et d'autres confessions, les 3 confessions religieuses du pays, d'aller voir à l'époque Blaise Compaoré pour lui dire de tout faire pour faciliter et qu'il n'y ait pas l'embargo de CEDEAO. À l'époque, Alassane Ouattara était à la tête de la CEDEAO. Donc c'est pour vous dire que le Haut Conseil islamique n'a pas attendu alors pour jouer ce rôle qui est pour... De facilitateur en quelque sorte. Bon, en fait, s'impliquer, pas facilitateur, c'est impliquer. Donc le statut du Haut Conseil islamique pose problème. Je pense que tout le problème du Mali, c'est ce problème de démocratie institutionnelle. Mais qu'en réalité, les vrais acteurs sont souvent ignorés. Je vais vous donner un exemple. Quand on a amené, et c'est là que le MINUSMA s'est rendu compte de cette erreur qui est politique. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a 3 jours, le Haut Conseil islamique a reçu non seulement M. Bruno, qui est chargé des opérations politique et surtout aussi le secrétaire général adjoint du ministère au Mali, M. Arnaud, c'est pour comprendre que, après l'allusion que vous avez fait à l'événement de Charlie, ils ont vu que cette marée humaine qui est sortie, mais au-delà de ça, ont respecté le mot d'ordre qui consistait à marcher, à se désolidariser sans pourtant remettre en cause le principe des lois de la République et de ne pas s'attaquer à d'autres confessions. Donc ça veut dire que ce problème de dialogue existe ici. Mais là, le problème, c'est les institutions. Les institutions du Mali n'ont jamais compris quand les sociétés évoluent, les institutions doivent s'adapter. Et malheureusement, on est toujours dans la logique des réactions. Et ce que c'est dit aujourd'hui d'aller, comme disait l'autre, aller à la source, non. C'est d'aller voir d'autres interlocuteurs qui ont une lecture différente du problème du Nord. Parce que le Haut Conseil islamique avait dit à son temps que ignorer le facteur religieux de cette crise est une erreur. Parce que qu'est-ce que nous voyons dans la communication? On reprend ce qu'ils disent les médias occidentaux. Il y a ce qu'on appelle les groupes armés et on appelle ce qu'on appelle les djihadistes liés à Al-Qaïda, Maghreb, etc., etc. Mais c'est une confusion. Qui est Yad? Parlons-en. Yad était là. Il était conseiller d'Amadou Toumani Touré. Il a été vice-consul dans Sardine. Il a été vice-consul du Mali en Arabie Saoudite. Yad, donc, il vivait ici. Et donc, Yad aussi était un élément qui est sorti des rébellions de 90. Même titre que c'est lui qui est ministre de... Donc, vous pensez qu'il faut l'impliquer aujourd'hui? Mais c'est pour bien répondre à votre question que j'ai fait ce rappel-là. Donc, pour dire que tout ça, le Haut Conseil islamique l'a dit. C'est des gens, c'est des Maliens. Et puisque c'est des Maliens qui parlent au nom de religion, le Haut Conseil islamique avait dit qu'à son temps, que non, puisque vous parlez de religion, alors nous sommes la structure qui est l'interface entre l'État et la population. Donc de dire à l'État, nous sommes à mieux de répondre à ces questions, à mieux de dire à ces gens, l'arme que vous prenez contre votre pays au nom de l'islam n'est pas avérée. D'accord. Nous allons observer quelques secondes de pause et ensuite je vous donne la parole pour continuer. Quelques secondes de pause et nous nous retrouvons. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Notre page Facebook et notre compte Twitter, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot.org vous permettra, par exemple, de regarder toutes nos productions que vous entendez qui sont passées au cours de nos émissions dans les différentes radios partenaires réparties dans le pays. Alors aujourd'hui, nous débattons sur cette situation dans le Nord qui provoque aujourd'hui la visite des leaders religieux en Europe. Et pour cela, nous sommes avec 3 invités. Issa Kaoudim, chargé de communication au Conseil islamique du Mali, Speti Aga Akado, membre de la société civile, et par téléphone, Jean de Dieu Dambélé de l'Église catholique du Mali. Alors, cette deuxième partie est consacrée aux tensions. Nous nous posons la question si ces tensions prennent-elles en otage les négociations d'Alger. Alors, nous allons voir avec notre invité par téléphone, Jean de Dieu Dako, de l'Église, Jean de Dieu Dambélé, pardon, de l'Église catholique du Mali. Alors, Jean de Dieu, dites-nous aujourd'hui si cette visite des leaders religieux en Europe au nom du Mali pour expliquer cette crise du Mali qui sévit actuellement ici dans le pays est une façon de remettre les leaders religieux dans leurs droits et de les impliquer de façon globale dans la gestion de cette crise. Oui, je pense que quand une société est en péril, s'il faut ainsi le dire, c'est toutes les composantes de la société qui réagissent. Et je pense que c'est à ce titre-là que les leaders religieux se sentent concernés auprès des autres composantes de la société, et surtout la composante société civile. Je pense que l'implication des leaders religieux, c'est beaucoup un appui. Un appui moral et puis aussi un appui fort pour dire que toutes les initiatives que prenne la société civile, ils sont derrière pour les appuyer pour que la paix revienne, pour que nous puissions avoir une société cohérente et unie. Donc je pense que c'est le sens qu'il faut donner à cette visite, l'implication des leaders religieux. Merci beaucoup, Jean de Dieu Dambélé. Je rappelle que vous êtes de l'Église catholique du Mali. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, Speti Aga Akado, vous êtes membre de la société civile. Aujourd'hui, les observateurs craignent que l'islam ne s'invite sur le plan politique. Est-ce que c'est votre conviction, c'est votre avis, vous, à la société civile, qu'il faut craindre cette implication de l'islam dans la vie politique? L'islam ne peut pas ne pas s'impliquer dans la vie politique, dans la vie d'une nation. On ne peut pas être musulman et ignorer le poids, sinon les enseignements de l'islam par rapport à tout ce qui concerne notre vie. Donc, cela va de soi. Seulement, l'islam tel que nous l'affichent les Européens, l'islam du diable, l'islam diabolique, l'islam satanique, n'est-ce pas? Parce que tout ce qui respire l'islam est vu sous un angle très très négatif. Cet islam-là, nous n'en voulons pas. L'islam que l'islam radical, les barbares, n'est-ce pas, qui ont envahi le Nord, nous ont amenés, on ne veut pas de cet islam. Et tout le monde a raison d'avoir peur de cet islam-là. Mais l'islam, tel que nous l'avons vécu pendant des siècles et des siècles, cet islam-là, on ne peut pas avoir peur de cela. Et quand on veut l'isoler, on veut l'écarter de la gestion politique ou de la gestion tout court d'une nation, alors on va à côté. Et pour la preuve, au jour d'aujourd'hui, nous Maliens, je ne dis pas le reste du monde, en tout cas nous Maliens, nous sommes plus à l'écoute, n'est-ce pas, de nos religieux que du politique. Pourquoi? Parce que le politique a montré ses limites. Le politique, ce n'est un secret pour personne. Si nous sommes dans l'abîme aujourd'hui, c'est parce que les politiques qui nous ont gérés, n'est-ce pas, surtout à partir des années 90, ont montré qu'ils ont plus le souci de se connecter entre eux et de piller. Je mesure bien mes termes, mais je n'ai pas d'autres termes, n'est-ce pas, pour annoncer ce qui s'est fait de ce pays-là, pour piller, n'est-ce pas, le moral, les intérêts de ce pays-là,
alors le constat, il est là. Nous sommes dans l'abîme aujourd'hui. Et quand je m'en prends à la démarche du Haut Conseil qui ne regarde pas que c'est au Mali qu'on peut construire, n'est-ce pas, le noyau central pour la paix. C'est au Mali que toutes les sensibilités peuvent se retrouver et écouter, n'est-ce pas, nos religieux, et ensemble, nous allons dégager une solution qui va s'imposer non seulement à nos pouvoirs, mais aussi à la communauté internationale qui est en train, n'est-ce pas, de nous mettre sur des fausses pistes. Alors, aujourd'hui, on parle de plus en plus du nom de Iyad Arali pour la suite du processus. Les observateurs, certains disent que Iyad est aujourd'hui incontournable pour qu'il puisse y avoir la paix et la quiétude aujourd'hui dans le nord du Mali. Alors, pensez-vous que l'implication de Iyad Arali pourrait faciliter le retour de la paix dans le nord du Mali? Nous ne pouvons, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous ne pouvons barrer la route à personne. Parce que nous, société civile, nous ne faisons pas de différence entre Iyad Arali et Al-Rabbas à Gintala et d'autres acteurs qui sont là à Bamako. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Et même, je dirais, des pouvoirs qui sont là. Pour nous, c'est une galaxie, n'est-ce pas? C'est une galaxie de personnes qui ont comploté contre ce Mali-là pendant tout le temps. Donc nous, population du Nord en particulier, et nous, société civile en général, vraiment, nous sommes ouverts à tout le monde. Pourvu qu'on ne nous amène pas dans des faux règlements, c'est-à-dire ces accords-là, ces projets d'accords-là tels qu'on nous les montre, même si on associe Iyad ou on associe qui on veut, pour nous, ils n'apporteront pas la paix. Ils vont plutôt apporter un désordre. Et le désordre, on en a assez. Alors, je me tourne vers vous, Issa Kaoudim. Vous êtes chargé à la communication au Conseil islamique du Mali. Aujourd'hui, parlons toujours de ce regard de l'islam, des leaders religieux dans la résolution de la crise. Que pensez-vous pouvoir apporter à ce processus de paix au Mali? Merci. Je ne sais pas ce que nous apportons. Nous sommes partie intégrante de ce processus. Je pense qu'il n'y a pas confusion de rôle. C'est-à-dire, le Mali, je l'ai dit, il y a les institutions, il faut avoir le courage de le dire. La démocratie, tant que telle, son événement au Mali dans les années 90, c'est un fiasco. Et ce fiasco, nous sommes tous comptables, mais les élites sont les plus responsables parce qu'ils n'ont pas su gérer le pays. Et donc, ils n'ont jamais fait ce mea culpa, ils n'ont jamais fait ce qu'on appelle l'état de la nation. Maintenant, on est dans une logique de ce qu'on appelle faire le semblant. Ça ne peut pas résoudre le problème. Pour nous, le plus important d'abord, c'est de faire comprendre à tout le monde qu'il n'y a pas de solution en dehors de la paix. Et la paix n'a pas de prix. Maintenant, une logique qui veut être imposée par la communauté internationale via la France, ça ne marchera pas. Mais puisque ça ne marchera pas, il faut des arguments. Le problème, c'est qu'on dit ceux qui prennent les armes, on est susceptible de les écouter que ceux qui ne prennent pas des armes. Quand on dit que l'islam du Mali, c'est un islam tolérant, un islam pacifique, un islam où musulmans et chrétiens vivent côte à côte, et là, cela témoigne le fait que l'archevêque de Bamako, le président du Haut Conseil islamique, le pasteur sont tous en table avec d'autres personnes, et pour aller dire de même voix que nous sommes tous des Maliens et que la nature de la crise pour mieux expliquer. La démarche en tant que telle est une bonne chose à saluer. Mais le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ne savent pas. Pendant tous ces démarches d'accord d'Alger, les leaders religieux n'ont pas été impliqués. Le Haut Conseil islamique, tout ce rôle qu'il a joué, n'a pas été appelé en tant que société civile, ni en tant que conseil, en tant que conseil comme Haut Conseil islamique du Mali. Donc, déjà, on a vu que cette façon évidente de marginaliser du Haut Conseil islamique, soit disant qu'on n'avait pas tout est islam, on ne veut pas l'islam, parce que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à expliquer c'est quoi la laïcité. C'est ça le problème. Parce que dans un pays a des valeurs. Et le Mali, qu'on le veut ou pas, ces valeurs sont des valeurs islamiques. Quand on parle de Tombouctou, on parle de Djenné, on parle de Massina, tout ça, c'est l'histoire, c'est l'islam. Mais l'islam qui a construit, qui a fait qu'il y a ce brassage multiculturel. Mais au-delà de ça, nous avons aussi nos frères, d'abord frères comme maliens, et ensuite d'autres confessions. Et ça n'a jamais posé malien. Parce que si vous regardez un peu la charte de Kouroukanfouga, vous allez comprendre que le Mali, déjà, depuis très longtemps, savait vivre ensemble. Donc, pour me ramener à la question fondamentale, c'est que le problème aujourd'hui, c'est de remettre un peu en cause le fonctionnement des institutions.
On peut le faire par une volonté politique, parce que quel doit être le rôle des religieux dans le processus démocratique de notre pays? Parce qu'en voulant dire gérer le Mali comme la laïcité de la France, on ne s'en sortira pas. Je crois que c'est une erreur fondamentale. Et aujourd'hui, si la communauté internationale a compris que la classe politique, elle n'est pas crédible, c'est une réalité, elle n'est pas mobilisée le peuple parce que le peuple sait que son malheur, c'est cette classe politique, mais autant on ne peut pas faire sans la classe politique. Personne ne parle de la démocratie sans les politiques. Mais les politiques doivent comprendre aujourd'hui que nous sommes obligés, condamnés d'aller ensemble. Donc, nous pouvons avoir des partenariats avec la France, nous pouvons avoir des possibilités avec la France, mais d'être nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est quoi? C'est que nous sommes d'accord pour la démocratie qui ne pose pas un problème, la forme républicaine de l'État ne pose pas un problème, mais de donner un contenu à la laïcité. D'accord. Alors, nous avons par téléphone Jean de Dieu Dako de l'Église catholique du Mali. Jean de Dieu, vous venez d'entendre les différents intervenants à ce débat. Dites-nous si la laïcité est sur une bonne voie au Mali et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui comme acquis de cette laïcité, de cette cohabitation religieuse entre les différentes religions au Mali? Écoute, excusez-moi, j'entends pas bien parce que mon téléphone a des problèmes. Mais je pense que la question de l'État aujourd'hui et la question de la laïcité, je pense que c'est une question de fond à laquelle le peuple malien doit s'atteler. Au-delà de tout ce que nous pouvons dire, je pense qu'il y a un réel malaise, même si ce n'est pas dit à la place publique. Je pense que la laïcité est à l'épreuve. Et je pense qu'il va falloir qu'à un moment, tous les fils de ce pays acceptent de se donner un contenu viable à ce concept-là. Et je pense que la paix est une paix durable et à ce prix. Sinon, nous risquons de faire la politique de l'autruche, les institutions vont bricoler, les confessions religieuses vont bricoler, et chaque croyant va bricoler, la société va bricoler, et je pense que en définitive, nous risquons d'avoir un pays où il ne fait pas bon vivre. Mais je pense que l'espoir est permis parce que la démarche justement qui se fait aujourd'hui par les leaders religieux montre que nous avons du possible. C'est possible pour notre pays et c'est une chance que nous devons saisir, mais saisir dans la vérité. Alors, dans la vérité, Mahmoud Dicko, je reviens encore sur les déclarations de Mahmoud Dicko. Mahmoud Dicko, le président du Haut Conseil islamique du Mali, parle d'une situation de non-retour. Il faut, selon lui, faire un mea culpa, que la nation, les politiques doivent aujourd'hui se remettre en cause et voir d'où nous venons. Mais je crois que cette question, cette question, elle avait été posée à son temps. Parce que le problème, c'est que les médias ne font pas suffisamment le relais des vraies informations, parce que tout simplement, le prince du jour... Certains ou tous les médias? Quand on prend la majorité, c'est la règle du jeu. Pas nous. Bon, peut-être que d'accord, mais ce problème de fond, c'est quoi? Quand les institutions étaient là. Parce que le problème de fond, c'est que de la Première République, ça s'est terminé comment? Par un fiasco. Il y a eu un coup d'État. La Deuxième République, il y a eu coup d'État. Troisième République, il y a eu coup d'État. Donc, comment? En 68, il y a eu coup d'État de Moussa Traoré lieutenant avec le CMLN. Et en 90, il y a eu 91 les événements qui a eu Amadou Touanitoura a fait opérer un coup d'État avec la complicité des mouvements dits démocratiques via France Liberté. Et il y a eu ce que Sandogo a fait. Donc, on s'est rendu compte que chaque fois quand il y a coup d'État, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que coup d'État ne rime pas avec démocratie. Et nous savons que personne n'a gagné dans les coups de force. Donc le changement ne peut se faire que dans le processus. Il y a un mandat épuisé et le peuple est appelé à voter. Et donc pour que ces élections soient crédibles, il faut que les institutions soient crédibles. Les institutions, ce n'est pas la formalité. Ce n'est pas que nous avons mis X à la tête de l'État. Non, c'est-à-dire que la légitimité, quand le peuple vous donne mandat, il vous donne par rapport à un problème.
Et aujourd'hui, la gouvernance, c'est un problème réel. Il ne faut pas faire, comme l'a dit mon frère Jean Dieudonné, il faut faire la politique d'Autriche. Et la gouvernance au Mali, ce n'est pas un secret pour personne. Tout le monde sait que le pays est mal gouverné, et de tout temps. Et le problème aussi de fond, c'est quoi? Le contenu. Quand vous regardez la société civile aujourd'hui, elle est composée de ceux qui sont, vous m'excusez, hein, il y a une société civile qui est carrément inféodée aux politiques, qui ne sont pas crédibles. Et ça, le gouvernement joue leur jeu, parce qu'ils viennent de leur monde. Parce que je vais vous dire, quelqu'un qui passe tout son temps Premier ministre, et pendant plusieurs fois ministre, et puis derrière rien du tout, il devient société civile, il y a problème. Et bon, donc reconversion, parce qu'il n'y a plus de place à pourvoir, on redevient société civile. Alors que société civile par vocation, c'est un choix. C'est toujours être là pour défendre les intérêts de la société. Et donc, mais n'a pas une vocation à exercer le pouvoir. Donc cette confusion étant, et puis de l'autre côté, la spécificité des religieux. Parce que les religieux, non seulement, il y avait un problème, on disait à un moment donné qu'ils ne sont pas de la société civile, maintenant on dit qu'ils sont de la société civile, on instrumentalise. Je pense que ce n'est pas sérieux tout ça. Si les sociétés civiles, dans leur globalité, acceptent, bon, les religieux ont leur spécificité, parce qu'il y a certaines choses, ce n'est pas dicté par les textes ni les institutions, mais ça relève des messages divers. Et donc, leur spécificité doit être reconnue par l'État, de faire la part des choses. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème de fond, c'est le contenu. Il va falloir qu'on trouve le contenu, comme l'a dit Mahmoud Dicko, parce qu'on ne peut pas continuer à mal gouverner le pays et de dire que toujours allons trouver une solution, alors que le problème, c'est l'élite. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la dernière partie de cette émission. Une réaction, Un avis, Un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Vous êtes sur Studio Tamani. Les programmes de Studio Tamani continuent sur les 20 stations partenaires, les 20 radios partenaires de cette émission qui retransmettent donc en direct cette émission dans tout le pays. Nous parlons aujourd'hui de la situation dans le nord du Mali et de cette visite, cette situation qui a provoqué la visite des leaders religieux dans les différents pays européens. Alors pour parler de cette situation, nous sommes avec Issa Kaoudim, chargé de communication au Haut Conseil islamique du Mali, Speti Ag Akado, membre de la société civile, et par téléphone, Jean de Dieu Dambélé de l'Église catholique du Mali. Alors, Speti Ag Akado, vous êtes membre de la société civile, et l'accord d'Alger dans tout ça? L'accord d'Alger, il est là comme une arête de poisson, n'est-ce pas, Qui a du mal à passer. dans la gorge de tout le monde. L'accord d'Alger, comme je le disais tantôt, qu'il s'agisse de pouvoir, qu'il s'agisse de la communauté internationale, ils savent que les populations maliennes l'ont rejeté. Maintenant, on tente de le faire passer en force par des, je ne sais quoi encore, des acrobaties. On se rappelle que l'ancien Premier ministre est monté au créneau, n'est-ce pas, pour en tout cas dénoncer tout ce qui ressemble à l'Azawad et tout ce qui est en train de se tramer autour de ces histoires-là. Et nous sommes inquiets de voir qu'il a été remplacé. On ne sait pas ce que le nouveau va amener comme argument. Sauf que nous savons qu'il est favorable à certaines appellations comme l'Azawad, par exemple. Je le dis parce que j'ai eu à le rencontrer et quelque part, il nous a donné vraiment des sueurs froides par rapport à tout l'intérêt qu'il porte aux interlocuteurs que les Maliens en général ont rejetés, c'est-à-dire ces groupes armés. Bref, je passe un peu sur cet aspect-là. Je veux dire seulement que l'accord tel qu'il est là, tout le monde sait que ça ne passera pas. Parce qu'il n'est pas bon pour le Mali, il n'apportera pas la paix. Alors, il n'est pas bon pour le Mali, il n'est pas bon pour les groupes armés. Que fait la médiation armés, dans tout ça? Il n'y a rien de bon pour eux, si ce n'est le désordre dans lequel ils ont installé notre pays depuis combien de temps. Ils sont bien entretenus par la communauté internationale. Ils ont pris le devant, n'est-ce pas, sur le semblant d'État que nous avons, n'est-ce pas? Ils se plaisent dans cette situation-là, ça les caractérise, il faut pas se leurrer. C'est un groupe d'individus qui ont de tout temps secoué ce pays-là, n'est-ce pas, le nord du pays, c'est un no man's land dans lequel ils vadrouillent comme ils veulent, ils ont des connexions, comme je l'ai dit, avec les pouvoirs, l'extérieur et tout. Ça ne leur dit rien, c'est-à-dire la paix, ce n'est pas leur objectif. Il faut qu'on soit sérieux, ils savent, la preuve, vous la voyez.
Au moment où les gens se préparent à retourner en Alger, ils sont en train d'attaquer les femmes entre les villages, entre les villageois, ils attaquent des trucs, n'importe quoi. Et imaginez ce qui s'est passé récemment dans la zone de Goundam. Ce sont des individus qui sont connus, qui sont basés quelque part au nord de Goundam, dans un lieu qu'on appelle la Magache. Ils ont été visités par la MINUSMA qui a tenté de les désarmer à un moment. Ensuite, maintenant, comme ils ont été un peu désarmés, ils ont pensé que ce sont les villageois qui les ont dénoncés et c'est les représailles qu'ils ont faites l'autre jour. Ils sont allés attaquer un village, tuer des gens, etc. etc. Et rien ne sera entrepris contre eux parce qu'ils ont au préalable fait une tournée dans tous les villages pour dire que c'est eux seuls qui ont le droit de porter des armes dans cette région-là et que s'ils surprenaient des gens avec des armes, ils auront affaire à eux. Donc ça, c'est une situation connue. L'État le sait, la MINUSMA le sait, la France le sait. Donc c'est pour dire que nous sommes dans une situation sans fin. Alors, merci beaucoup, Speti Akado. Vous êtes membre de la société civile. Alors, Issa Kaoudim, chargé de communication au Conseil islamique, vous dites qu'il n'y a pas de relation directe entre cette visite des leaders religieux en Europe et les derniers développements armés sur le terrain. Alors, dites-nous, avec ces développements sur le terrain, que vont dire les leaders religieux aux responsables européens? Avant de répondre à cette partie de la question, je vais juste parler de ce que vous avez parlé, juste accord d'Alger. Moi, je ne pense pas, je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Je pense que ça va clarifier une chose. Ceux qui accepteront de signer, maintenant le problème, c'est que de quel accord nous allons signer. Et puis maintenant, après l'accord, l'applicabilité de l'accord. Donc ça, ce n'est pas votre question, mais je pense que c'est un problème difficile. Mais le plus important, moi je pense que ça réside dans ce qui est dans le malien, de s'accepter mutuellement. Donc que rien n'évoque la paix. Personne ne gagne dans ce qui se passe. Maintenant, quand vous dites par rapport aux événements sur le terrain, moi je pense que les événements sur le terrain, à quelque part, il y a du surenchère. Parce que maintenant, tout le monde fait montrer ses muscles, tout le monde essaie de voir c'est moi. Mais en réalité, je pense que tout ça, c'est lié parce qu'il y a un vide quelque part. Et une fois qu'on dira qu'il y a un accord, donc maintenant, on clarifiera les responsabilités de l'État, de la communauté internationale et des groupes armés. Parce que dans ces groupes armés, il y en a certains qu'on appelle des milices pro-gouvernement, il y a d'autres qu'on dit qu'ils sont les MNLA, il y a d'autres qu'on dit que c'est des djihadistes, narcotrafiquants. Parce que même dans l'appellation, il y a une espèce de confusion autour de qui est qui. Pour moi, tous ceux qui ont pris des armes, c'est des armes qui ont été prises contre l'État souverain du Mali. Donc c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Et sur ce point, il y a ce qu'on appelle les rebelles de l'Occident. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a ce qu'on appelle alors des bandits armés qui, même bien avant rébellion, c'est des bandits. Ils ne vivent que de ça, ils profitent de la situation. Et donc, quand il y a des attaques, on dit que c'est des attaques, mais souvent, la nature de l'attaque n'est pas forcément évidente attribuée à un groupe qui a une revendication politique. Parce que groupes armés, par rapport à la revendication politique, il faut la mettre sur la table. Maintenant, attaquer pour des butins, là, c'est des bandits. Court et simple. Ceux qui ont des revendications politiques derrière l'islam, c'est ça aussi le danger. Parce qu'à ce niveau, la communauté internationale dit non, c'est des djihadistes. Mais c'est quoi djihadistes? C'est des islamistes, ça veut dire quoi? Alors que le fond du problème, c'est quoi? Le fond du problème, c'est quoi? Vous avez une population 98% musulmane. Je vais vous donner un exemple très simple. Le Conseil islamique a été frustré et même à la limite fait tout ce qu'il peut pour continuer sa base. Et un exemple simple, le peuple souverain du Mali a voté une loi pour légaliser le mariage religieux. Et ça fait 2 ans que le président du Haut Conseil islamique interpelle le président de la République, il n'y répond pas. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui, les populations se disent, mais c'est ça, c'est quelle démocratie? Parce qu'une loi qui est votée est légale, est légitime. Donc, un décret d'application effet juridique ne doit pas poser. Ça, c'est un exemple. Donc, vous ne pouvez pas dire de mobiliser les musulmans pour la paix et pour la cause de la pacificité, alors qu'il y a des questions légitimes qui les concernent, qui n'est jamais résolues. Un problème. Deuxième problème, nous vivons ici à Bamako, laissons même le Nord. Les gens ont des raisons aujourd'hui de dire non. Mais nous sommes des Maliens, nous avons dit que ce n'est pas une question de personne. C'est notre pays qui est en jeu. Et nous devons tout faire pour préserver la paix. Il n'y a pas de prix à cela. Quand vous regardez aujourd'hui, la prolifération des débits de boissons alcooliques qui ne respectent pas les normes à la règle, et tout ça, c'est des choses que les gens disent que, mais comment voulez-vous dire que les musulmans, alors l'autre pays c'est une terre de l'islam, c'est de l'islam, alors que vous ne respectez même pas les textes de la République. Donc, deuxième point, pour répondre à votre question, c'est que tout ça, c'est des moyens, c'est des problèmes de frustration. Alors, quel message alors, les leaders religieux le message des leaders religieux, c'est qu'il n'y a pas de solution
en dehors de la paix. Et ça, le Mali est un exemple que les autres peuvent s'en inspirer. Ce qui s'est passé à Bangui, c'est parti d'un coup d'État, on a instrumentalisé les religions pour en faire le désordre. Et le Mali est tombé de 2 tiers, il n'y a pas eu de problème entre confessions religieuses. Donc ça veut dire que déjà nous savons vivre ensemble. Maintenant, le problème du Mali se résume à deux points. Un, la mauvaise gouvernance qui a découlé tout ce que nous parlons, parce que parler de tout ça, parce que le pays a été mal géré. 2, c'est de ne pas donner un contenu à la laïcité. Je crois que c'est ces 2 problèmes, si nous arrivons intelligemment, alors en essayant de dire oui, la démocratie c'est vrai, c'est une valeur, la République c'est pas un problème, personne ne demande ni de royaume ni autre chose, mais maintenant le contenu de la laïcité, est-ce que dans un pays à 98% musulmans et que cette institution n'est reléguée seulement à prier pour le pays, aller dire aux gens rien que la paix, alors qu'en Europe, nous avons comment on appelle, des partis d'obédience catholique. En Allemagne, Merkel, c'est des social-démocrates. En Italie, c'est pareil, il y a des partis confessions religieuses. En Angleterre, c'est ainsi. Donc, c'est la laïcité française qui pose problème à nous parce que identitairement, on ne se reconnaît pas dans ça. Je crois que c'est cette triste réalité qu'il faut mettre sur la place. Alors, Jean de Dieu Dambélé, vous êtes de l'Église catholique du Mali, vous êtes par téléphone. Dites-nous aujourd'hui si il y a un message que les leaders religieux pourraient relayer en Europe au cours des différentes rencontres qui vont avoir avec les responsables européens. Quel est ce message-là? Je pense que je ne suis pas tellement dans le secret de ce que les leaders vont dire, mais je pense que fondamentalement, il s'agira de dire que les Maliens veulent la paix, les Maliens veulent continuer à vivre ensemble, les Maliens veulent que le pays reste uni, les Maliens veulent que le fait religieux soit un élément, une chance pour notre société et que nous voulons construire notre société et en n'excluant pas nos convictions religieuses. Merci beaucoup Jean de Dieu Dambélé. Je rappelle que vous êtes de l'Église catholique du Mali. Sbeti Ag Akado, vous avez le dernier mot. La société civile a le dernier mot pour cette émission. Que faut-il attendre de cette visite des leaders religieux en Europe? Merci. De cette visite, nous attendons que toutes les vérités soient dites aux Européens. Parce que pour le moment, nous avons l'impression que des vérités n'ont pas été suffisamment dites chez nous ici. On a fait des assises, on fait des forats par-ci, par-là, mais en réalité, la vérité, c'est toute la société malienne qui doit la dire. Et le porte-parole de cette société-là, nous pensons que cette mission-là sera en mesure d'exposer aux Européens le véritable problème du Mali. Et que le véritable problème du Mali ne réside pas dans la signature d'un accord tel qu'on nous l'a présenté. Le véritable problème du Mali réside dans l'intérêt qu'il y a de lutter contre toute forme d'agression des individus. Et ceux qui ont pris les armes agressent les Maliens, il faut les désarmer. Et que les gens aient le courage de ne pas camoufler, qu'il s'agisse du Haut Conseil, du pouvoir, des Européens, tous ensemble, analysons le problème avec lucidité et nous trouverons la solution. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour votre temps accordé à cette émission. Merci à vous qui nous suivez chez vous. C'est donc la fin de cette émission, une émission consacrée aujourd'hui aux événements qui se passent sur le terrain, notamment à Tabankort, où il y a une vive tension entre les groupes armés et la MINUSMA qui tente de faire la police entre ces différents groupes armés. Alors, nous avons évoqué cette visite des leaders religieux du Mali à différentes commissions de l'Union européenne, des visites qui vont s'étendre à la France, à la Belgique et également à l'Allemagne. Et nous avions comme invité à cette émission Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique du Mali, Sbeti Ag Akado de la société civile et par téléphone nous avions Jean de Dieu Dambélé de l'Église catholique du Mali. Je suis Famoussa Sidibé, Rokia Danyoko a réalisé cette émission. Salim Djouara était à la technique et Nouhoum Diré était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand
le grand dialogue.